Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olga Alexandrova. Elle est astronome au LESIA, donc à l'Observatoire de Paris. Elle va nous parler de cluster qui a eu 24 ans de mission, je crois, une mission spatiale. Et les quatre satellites qui forment cluster sont en train de rentrer dans l'atmosphère pour destruction petit à petit. Ça va s'échelonner, si j'ai bien compris, jusqu'en 2026. Donc là, il y en a déjà qui sont finis. Donc, fin de mission pour cluster, là, c'est sûr. Et ben, je laisse Alexandrova nous parler de la mission et bien sûr des résultats dans lesquels le LESIA était impliqué. Olga. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour présenter cette belle mission dont j'ai travaillé depuis 2002 et j'ai fait ma thèse avec. Donc voilà, les tâches de cluster à l'Observatoire de Paris et c'est parti. Donc, ah oui, je vois pas les têtes des slides à cause de Zoom. Bon, c'est pas grave. Comment faire ça? Ah, excusez-moi, juste techniquement, je vois pas les têtes. Bon, c'est pas grave. Donc, voici l'année 1984 à l'Agence spatiale européenne. C'est Roger Maurice Bonnet qui est nommé responsable du programme scientifique. C'est un chercheur français. Euh, il établit le programme scientifique de l'ESA pour les 20 ans à venir, qui s'appelle Horizon 2000. Donc, la SURF est sélectionnée comme une des pierres angulaires du programme de l'Agence spatiale européenne. Et donc, question scientifique de cluster, c'est l'interaction du champ magnétique de la Terre, la magnétosphère terrestre, avec le vent solaire. Donc, qu'est-ce que c'est le vent solaire? C'est une expansion de la couronne solaire dans l'espace interplanétaire. Donc, on voit très bien la couronne solaire lors des éclipses ou bien quand on ferme le disque solaire avec un coronographe. Et puis, toutes ces structures autour, bah, c'est le courant solaire, c'est les lignes de champ magnétique qu'on voit en fait. Et tout ce milieu, c'est le plasma gaz ionisé composé essentiellement des électrons et des protons. Donc, le champ magnétique de Soleil, c'est en premier ordre, dans une première approximation, quand le Soleil calme, on peut l'approximer avec l'aimant classique, nord-sud, donc des pôles magnétiques. Et puis, des pôles où les lignes se ferment très loin à l'infini, donc on les appelle les lignes de champ ouvert, c'est le vent rapide qui sort à 600-800 km par seconde. Et dans le plan écliptique, où les lignes de champ sont fermées, c'est le vent lent à 300-400 km par seconde. Ce qui est important de retenir, et on va revenir à cette question plusieurs fois dans cette présentation, c'est que la distance entre les deux collisions des particules chargées dans le vent solaire, qu'on appelle libre parcours moyen, c'est une distance Soleil-Terre, une unité astronomique. C'est énorme. Donc, le vent solaire, c'est un plasma sans collision. Et la question se pose, est-ce qu'on peut décrire le vent solaire comme un fluide classique quand il n'a pas de collision? C'est vraiment délicat. Et donc, la physique des chocs, de la turbulence, l'interaction avec les planètes, dans les conditions sans collision, c'est vraiment très particulier et très intéressant. Euh, le plasma, tout ce milieu qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le plasma, c'est le quatrième état de la matière et 99% de matière visible à l'univers est dans l'état de plasma. Donc, on sait que tous les corps dans la nature sont constitués à partir d'atomes. Et atome, c'est un noyau central chargé positivement et le nuage des électrons avec les charges négatives. Donc, s'il y a un solide, un morceau de glace par exemple, et puis on commence à le chauffer,
ça devient liquide. Et puis, si on chauffe encore l'eau, ça s'évapore, ça devient gaz. Et, euh, et si on chauffe encore cette gaz, ben, on arrache les électrons. Et donc, on arrache les électrons de leur atome. Et puis, on a cette gaz ionisé qui est constitué des ions positifs et des électrons. Et globalement, c'est neutre, mais ils ont quand même, voilà, tous arraché des électrons de leur noyau central. Voilà, le plasma. Et donc, le vent solaire et l'héliosphère et tout le matière visible dans l'astrophysique, c'est dans l'état de plasma. Donc, comme je viens de dire, le vent solaire, c'est une expansion de la couronne solaire dans l'espace interplanétaire et il remplit toute l'héliosphère jusqu'à son rencontre avec le milieu interstellaire. Et donc, l'avantage du vent solaire, c'est c'est un laboratoire merveilleux pour le plasma astrophysique quand on peut l'étudier avec les missions spatiales. Et donc là, c'est un exemple de Voyager qui ont arrivé aux frontières de notre boule héliosphérique et ils rencontrent le milieu interstellaire local. Maintenant, si on revient à notre planète Terre, elle se baigne donc dans ce vent solaire et son champ magnétique, qui aussi, à première approximation, c'est un dipôle. Donc, on a dipôle de la Terre. Et puis, il y a un autre champ magnétique du Soleil. Quand les deux se rencontrent, ben, il y a une formation de la magnétosphère de la Terre qui aplatit de côté soleil, de côté jour, et qui a le queue de côté de nuit. Et comme le vent solaire, il se propage avec la vitesse très rapide, 300-800 km par seconde, ce qui est important, c'est de comparer avec la vitesse caractéristique dans le milieu et la vitesse du son dans le milieu magnétisé, sa vitesse magnétosonore. Il est à peu près 5 km par seconde au niveau de la Terre. Donc, on voit bien que le vent solaire, la vitesse du vent solaire est plus importante que la vitesse du son dans le milieu magnétisé. Donc, c'est un écoulement supersonique et il y a un onde de choc qui se crée en amont de la magnétosphère. Et la région entre le choc et la magnétosphère, on l'appelle magnétogène, c'est le vent solaire compressé et ralenti pour arriver à contourner l'obstacle qui est la magnétosphère de la Terre. Donc, mission cluster de l'ESA et avec l'aide de la NASA, qui est 4 satellites, c'est le but, donc, étudier cette interaction du champ magnétique de la Terre, la magnétosphère, avec le vent solaire. Et son orbite est représentée par cette ellipse orange. Donc, elle traverse plusieurs régions dans la magnétosphère, le queue, les coordonnées polaires, et puis magnétogène et le choc. Et puis, il sort dans le vent solaire. Et puis, il fait cette orbite en 57 heures. Donc, le fait d'avoir 4 satellites identiques, ça permet de mesurer le plasma, les frontières de la magnétosphère en 3 dimensions dans l'espace et pouvoir vraiment séparer phénomènes temporels qui peuvent traverser un satellite ou avec les traversées des frontières, c'est les phénomènes spatiaux. Donc, sur chaque de ces 4 satellites, il y en a 10 instruments pour mesurer le champ électromagnétique et puis les particules chargées, leur densité, vitesse, température. Et l'observatoire est construit une partie de l'instrument qu'on appelle STAFF, donc en collaboration avec LPP, un laboratoire de physique de plasma. À l'époque, c'était CETP et à l'époque, l'ESA, c'était DESPA quand la construction a eu lieu. Et donc, l'instrument, c'est STAFF, Spatio-Temporal Analysis of Field Fluctuations. Avant la réussite de 24 ans de mission, ben, il y en avait une histoire triste. En effet, Cluster était la charge utile de la toute première Ariane 5 qui malheureusement s'est explosé en décollage en 1996.
Mais quand les militaires ils ont pu récupérer notre instrument construit à l'observatoire, ça a fait ça dans les marécages. Et après le nettoyage et séchage, bah, quand elle était allumée, bah, elle a fonctionné parfaitement. Donc voilà le savoir-faire de spatial à l'observatoire. Et donc, pour consolider les équipes, il y en avait un pot mémorable organisé au laboratoire et l'instrument trônait au milieu de grands plateaux de fruits de mer. Voilà, donc une petite histoire. Donc voilà, c'était cette explosion malheureuse. Mais donc, heureusement, à l'ESA, c'était pas tout de suite, mais au bout de quelques années, à l'ESA, ils ont pu trouver l'argent pour reconstruire le cluster et avec l'aide de la NASA, euh, donc du coup, c'est devenu mission ESA-NASA. Cluster était lancé avec succès de la base spatiale russe Baïkonour, au Kazakhstan, avec donc deux par deux. Les quatre satellites étaient séparés en deux lancements de Soyouz en juillet. Le 16 juillet, les deux premiers satellites sont partis et en 9 août, les troisième et quatrième qui sont partis. Et donc, c'était l'année 2000 et la mission, euh, et la fin de la mission arrivée fin septembre 2024, après 24 ans dans l'espace avec les belles données. Donc voilà, c'est une super mission. Et voici, maintenant, on va passer à l'instrument. L'instrument qu'on a construit à l'observatoire, une partie. Donc, c'est instrument staff. Et sur cette image à gauche, c'est caché en fait les trois axes de magnétomètre alternatifs à l'induction pour mesurer les trois composantes du champ magnétique dans l'espace. Il est caché pour se protéger de chaleur et de bruit électromagnétique de satellites. Et puis, Amidon, on a construit cette boîte qui est un analyseur spectral qui convertit le signal mesuré par le magnétomètre en induction et il sort des informations sur les fluctuations magnétiques et électriques dans la gamme de fréquences entre 8 Hz et 4 kHz. Et puis la partie de Search Coil qui est cachée là, c'est les formes d'ondes, les fluctuations magnétiques en fonction du temps, jusqu'à 25 points par seconde ou 360 points par seconde, donc d'où la résolution maximale en fréquence. Et puis, ce qui est très important, c'est la sensibilité incroyable de cet instrument. Ça reste meilleur au monde, malgré les nouvelles missions qui sont déjà parties dans l'espace. Ça reste quand même le plus sensible. Donc, voici la courbe de sensibilité en nanotesla sur racine carrée de Hertz. Nanotesla, c'est les unités de champ magnétique. Et donc, en fonction de la fréquence, donc on voit la gamme de fréquences de 0,1 à 10 kHz sur l'axe X. Et puis, on voit cette courbe. En bleu, c'est ce qui était mesuré avant sur Terre, juste avant d'envoyer le satellite dans l'espace. Et puis, les mesures en rouge et en vert, c'est les mesures dans l'espace avec différents échantillonnages de différentes parties de l'instrument SC et SA. Et on voit que ça se superpose très bien. Et puis, ça, c'est capable donc de mesurer des toutes petites amplitudes pour cette gamme de fréquences. En quoi cette gamme de fréquences est particulière? En fait, cet instrument, il couvre vraiment les fréquences qui correspondent aux échelles caractéristiques dans le plasma. Donc, voici quelques échelles caractéristiques qui sont très importantes pour nos études de plasma astrophysique. Et là, c'est les grandeurs à l'orbite de la Terre, à une unité astronomique. Donc, comme on a le champ magnétique, les particules chargées tournent autour du champ magnétique avec un rayon qu'on appelle rayon de Larmor et on le note ρI pour les ions et ρE pour les électrons. Et donc, cette rotation se passe avec une fréquence cyclotron oméga CI pour les ions et oméga CE pour les électrons. Et donc, voici leurs expressions et les grandeurs caractéristiques. Donc, c'est 50 km pour la génération des protons
Et c'est 0,1 Hz, justement, une des fréquences qui couvre notre instrument. Et puis pour les électrons, c'est 1 km. C'est vraiment une échelle toute petite pour les échelles astrophysiques. Et la fréquence des cyclotrons, c'est 300 Hz, justement, dans la gamme que couvre l'instrument. Puis il y a d'autres échelles caractéristiques, on ne va pas trop s'arrêter ici, mais vous voyez bien que c'est aussi dans la gamme de fréquences de... Ah, pas celui-là, mais voilà, on arrive donc à couvrir cette fréquence-là. Et puis, la plus petite échelle de plasma, c'est la longueur de Debye, à partir de laquelle on considère le plasma quasi-neutre, c'est 10 mètres. Et puis, la plus grande échelle caractéristique, c'est la distance entre les deux collisions libre parcours moyen, qui est énorme, une unité astronomique. Et donc là, on va voir euh, le phénomène qui est vraiment très intéressant, c'est le choc. Le choc dans le fluide neutre, euh, s'il y a donc quelque chose qui se propage avec la vitesse supersonique, donc devant, comme ici le cas de Bâle, il y a un choc qui se crée parce que la vitesse de l'objet est supérieure à la vitesse du son dans le milieu. Et puis cette épaisseur du choc, c'est quelques libres parcours moyens, donc quelques distances entre les collisions, de collision entre les particules. Et donc, c'est bien les collisions qui sont à l'origine de la dissipation de l'énergie cinétique à travers le choc pour passer de vitesse supersonique à subsonique de l'autre côté de choc. Tandis que les chocs dans l'héliosphère, vient de voir que le libre parcours moyen, c'est une unité astronomique. Donc, c'est vraiment une échelle qui est énorme et comme on voit l'apparition du choc devant les planètes, qui est beaucoup plus fine que unité astronomique, et ben c'est le champ magnétique et son interaction avec les particules chargées qui domine donc la physique du choc et qui détermine l'épaisseur du choc. En effet, l'orientation du champ magnétique indiquée ici par la ligne bleue, par la flèche bleue, donc elle est un peu partout pareil avec cet angle-là. Le vent solaire, la vitesse arrive comme ça. Et puis quand ça touche le choc de manière tangentielle, le normal, du coup, il est perpendiculaire au champ magnétique. Et ici, le traversé de choc est très clair. Donc, dans les données de champ magnétique, on voit cette transition assez rapide, en quelques secondes, qui correspond d'ailleurs dans l'espace en centaines de kilomètres. Et les plus forts gradients se trouvent sur des échelles électroniques à 5 km. Donc, c'est toute fine transition. Tandis que quand le champ magnétique est quasi aligné avec le normal au choc ou quasi parallèle, configuration quasi parallèle, la transition est beaucoup plus complexe, ça peut prendre quelques rayons terrestres. Euh, donc, aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur ce cas compliqué, on va rester dans le cas simple. Donc, voici la transition très claire de choc quasi perpendiculaire observée avec cluster et donc déterminer toutes ces échelles spatiales grâce aux 4 satellites. Et donc, à l'observatoire, Milan Maximovic et ses collègues, ils ont vu dans les premières données de satellites qu'il y a plusieurs traversées de choc pendant une période très courte, que quelques heures. Tandis qu'une orbite se fait en 57 heures, et si on suit le modèle, on traverse le choc une fois là, et puis on traverse le choc une fois là. Donc, normalement, on a 2 traversées sur une orbite, tandis que là, il y en avait 11 traversées pour 3 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, grâce aux mesures de cluster dans 4 points de l'espace, c'était possible de déterminer, donc comme on connaît les distances entre les satellites, donc par exemple, ça c'est cette position de satellite 3, et puis la position des autres, 1, 2, 4. Et puis on connaît les séparations temporelles de traversée des frontières. Donc là, c'est 4 satellites qui traversent le même front de choc. Donc on connaît les séparations temporelles. Donc, du coup, on connaît les séparations spatiales et séparations temporelles, donc on peut déterminer la normale et la vitesse de la frontière. Donc, grâce à cette étude, c'était possible donc déterminer la vitesse
de front du choc. Et voici un tout petit film qui montre comment cette choc bouge en fonction de différentes pressions du côté du vent solaire. Et donc, le vent solaire, la position du vent solaire change et du coup, la position de frontière de la magnétosphère bouge. On a l'impression que la magnétosphère respire. Donc, voici le premier résultat rigolo sur le mouvement de front du choc et donc de la frontière de toute la magnétosphère. Et maintenant, si on passe en aval, donc là, on a vient de voir le front du choc. Et maintenant, donc, on va dans cette région. On va regarder en détail dans cette région qu'on appelle magnétogène ou magnétoschiste en anglais. Et avant Cluster, avec les études, avec d'autres missions spatiales, donc, l'image de ce qui se passe dans cette région, c'était que c'était un mélange d'ondes. Donc, on avait des ondes alvénes qui interagissent avec les ions. On les appelle alvénes ion cyclotrons. Et les ondes alvénes, en fait, ça ressemble bien à quand on joue la guitare, le mouvement qu'on fait pour faire sortir le son. Donc, ici, c'est les lignes de chant qu'on joue dessus, quoi. Donc, et cette onde est incompressible, mais ils interagissent avec les ions pour les isotropiser en arrière de choc. Et puis, pour d'autres conditions de plasma, on a des ondes miroirs, c'est les bouteilles magnétiques qui attrapent les ions, pareil, pour les isotropiser. C'est la physique voilà, de choc sans collision. Ici, les particules sont très anisotropes. Donc, pour les isotropiser, il y a ces générations des ondes. Donc, cette image avant cluster, magnétogène de la Terre, c'est rempli des ondes, c'est la mélange d'ondes. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec cluster? Donc, grâce aux 4 satellites dans l'espace, on a pu localiser, donc on a vu ces fluctuations, et puis quand on les superposé sur les 4 satellites, donc C1, C2, C3, C4 correspondent à 4 satellites, quand on a les superposés temporellement, donc en déterminant ce décalage temporel, on a vu que ces structures, en fait, elles ont localisé dans l'espace. C'est pas une onde qui se propage, c'est pas. Par contre, ça ressemble bien à un paquet d'ondes, mais c'est pas du tout une onde qui se propage, mais c'est une signature de courants alignés avec le champ magnétique qui on traverse dans la direction perpendiculaire au champ. Et en plus, ces fluctuations sont alvéniques, donc les fluctuations de vitesse sont alignées avec les fluctuations de champ magnétique. Donc, cette propriété d'une part d'onde alvéne et d'autre part cylindrique, avec un filament de courant au milieu, on a pu expliquer ces observations avec un seul modèle qui coulait, en fait, c'est le modèle de vortex magnétique d'Albène. Et c'était la première observation non ambiguë dans l'espace de ces structures cylindriques alvéniques. Et c'était un des résultats les plus importants de ma thèse, par ailleurs. Euh, donc, ces objets magnétiques sont assez rigolos. Dans ces objets, donc, les lignes de champ sont alignées avec les lignes d'écoulement. Et le courant est aligné avec la vorticité. Donc, d'où vient cette propriété alvénique dans ces tubes de courant, en fait. Donc, c'est des tubes, ça peut avoir une topologie monopôle qui ne bouge pas dans le plasma, c'est juste les courants alignés avec le champ magnétique, ou bien ça peut être les dipôles, deux courants renversés, et qui peuvent se propager doucement le long de cette séparatrice entre les deux courants. Et en fait, ces derniers ressemblent bien au vortex de Lamb-Chip-Chip-Ligand dipôle dans le fluide incompressible. Et puis les vortex tout simples monopôles, il y a des solutions pareilles dans le fluide neutre incompressible qui existent. Donc, c'est vraiment les équivalents magnéto-hydrodynamiques des vortex hydrodynamiques. Donc, grâce au cluster, on a pu montrer que dans cette région
derrière le choc, il n'y en a pas que des ondes quasi-linéaires qui isotropisent des particules, mais il y a aussi des signatures de turbulence développées, ces signatures des structures de courant alignées avec le champ magnétique qu'on a pu décrire avec le modèle de vortex d'Allen. Est-ce que ces vortex existent que derrière les chocs? Donc, regardons maintenant le long de l'orbite des clusters dans le vent solaire. Sortons dans le vent solaire. Donc, comme on a discuté au début, le vent solaire, on observe le vent solaire rapide qui sort de pôle à 600-800 km par seconde. Et puis, le vent solaire lent de 200 à 400 km par seconde qui sort des régions de boucles fermées. Ligne de champ magnétique fermée, c'est pendant le soleil calme, c'est sur le plan d'écliptique. Et puis, si maintenant on regarde le soleil de haut, de pôle, et on le laisse tourner, on voit bien que donc il y a une spirale d'Archimède qu'on appelle spirale de Parker, parce que c'est Parker qui a proposé ce modèle de spirale d'Archimède appliqué au champ magnétique du soleil. Mais dans la réalité, cette spirale n'est pas aussi parfaite, mais il y a la turbulence qui se développe, et donc ces lignes de champ magnétique sont perturbées et champ magnétique solaire est turbulent. Et donc, si on mesure maintenant avec cluster quelque part, orbite de la Terre, elle passe par là. Donc, on mesure en détail ce qui se passe avec cette turbulence de champ magnétique. Ben, on retrouve les signatures des vortex comme dans la magnétogaine de la Terre. Donc, ça, c'est le module de champ magnétique pour les 4 satellites. Euh, Pas encore superposé, je pense, oui, tel que l'on mesure. Et puis, les 3 composantes qui ont superposé avec les décollages temporels qui, en effet, encore une fois, correspondent aux structures cylindriques localisées. Et avec 4 satellites, on a pu aussi déterminer le courant. Et on voit que c'est le courant positif d'un côté et négatif de l'autre. Donc, c'est le courant inversé qui représente bien les dipoles. Donc, les vortex d'Alven, c'est un phénomène courant à unité astronomique, pas considéré auparavant. Et donc, c'est grâce aux clusters qui ont pu l'observer et dans le vent solaire lent et dans le vent solaire rapide. Donc, c'est quelque chose pour tous les types de vent, ça existe et c'est un brique élémentaire de la turbulence. En effet, c'est une signature de turbulence développée. Et là, maintenant, on passe au volet que je préfère, c'est la turbulence. Et juste pour, qu'est-ce qu'on connaît sur la turbulence? Dans les fluides neutres, c'est le plus étudié, peut-être parce que c'est facile sur Terre. Et donc, les premières études de la turbulence, c'est la date de Léonard de Vinci, études sur l'eau, chute d'un courant d'eau, d'un écluse dans un bassin. Donc, on voit qu'il y a une injection d'énergie, comme on dit maintenant. Donc, il y a une injection d'énergie à grande échelle qui génère des tourbillons à toutes les échelles. Et dans l'espace physique, on a l'impression que c'est complètement imprédictible. C'est le chaos. Puis, un autre exemple de flux turbulent, c'est le nageur qui injecte l'énergie dans la piscine et derrière lui, donc, il y a ce sillage turbulent. Ou bien, il y a dans l'atmosphère de la Terre, au-dessus de l'océan, avec par exemple, il y a une petite île au milieu de l'océan. Et puis cette île, ben, elle perturbe l'atmosphère et donc il y a une génération de turbulences dans l'atmosphère. Et dans l'espace physique, on a l'impression donc, comme je viens de dire, c'est imprédictible. Mais ce qui est incroyable avec la turbulence, c'est que les propriétés statistiques sont universelles. Et une des propriétés statistiques, c'est le spectre d'énergie en fonction des échelles inversées. Donc, K, c'est un nombre d'ondes, et nombre d'ondes, ça se mesure en centimètres ou mètres moins 1. Et puis, le spectre, c'est la puissance des fluctuations. Ici, c'est les fluctuations de vitesse dans le flot, dans l'eau, par exemple, ici. Et donc, si on organise nos fluctuations en énergie en fonction de leur taille inversée, on voit bien qu'il y a une gamme d'échelles qu'on appelle le domaine inertiel, où quand on dessine ça en log-log, ça suit une ligne droite, c'est une loi de puissance. Donc, c'est K puissance moins 5 tiers, et c'est indépendamment de manière comment on injecte l'énergie dans le système et comment on dissipe.
Donc ça, c'est une première propriété universelle. Et deuxième propriété universelle, et d'ailleurs qu'on a déjà vu, c'est la présence de structures, comme on vient de voir les vortex. Donc, maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on va avec cluster du point de vue de turbulence dans le magnétogène. Donc, dans cette région derrière le choc, euh, si en combinant plusieurs instruments sur cluster, magnétomètre continu construit en Angleterre, plus l'instrument staff construit en France, on a pu couvrir cet ordre de grandeur en fréquence. Et si on transporte ça en échelle spatiale, ça va de plus petit que 1 km jusqu'à 10 puissance 6, jusqu'à 1 million de kilomètres. Et puis à grande échelle, on voit le spectre, en effet, qui suit une loi de puissance qui est proche du spectre fluide, qu'on appelle spectre chromographe, à 5, moins 5 tiers. Mais quand on arrive aux échelles caractéristiques du plasma, ça c'est la fréquence cyclotron des ions, et ça se trouve au niveau de à peu près dizaines, 1000 kilomètres pour cette cas-là. On voit que le spectre change son allure, il y a une autre loi de puissance, et puis quand on arrive aux échelles toutes petites, c'est les échelles des électrons, il y a une, il y a une courbure peut-être. Voyons voir ce qu'on voit dans l'avance solaire. Donc là, on est dans la Maïtégane. Maintenant, sortons de l'avance solaire. Et, euh, et voici donc le premier observateur. Donc maintenant, on est ici. Et grâce à Cluster et à son sensibilité incroyable, on a pu couvrir cette fin de cascade. On voit les roulements de spectre exponentiels aux échelles des électrons. Donc là, c'est le domaine inertiel où ça suit une loi de puissance proche de Kolmogorov, puis les échelles ioniques où il y a changement de spectre, et puis euh, aux échelles électroniques, il y a cette courbure. Donc, je rappelle, on présente ici les puissances des fluctuations de champ magnétique en fonction de fréquences dans les repères de satellites. Comme avec les satellites, on mesure les séries temporelles. En faisant la transformation Fourier au wavelet, on retrouve les spectres en fréquence. Mais avec cluster, on peut passer, et avec certaines hypothèses, on peut passer de fréquence avec un nombre d'ondes. Et puis, on a pu aussi établir, avec une normalisation particulière aux rayons gyration, que cette échelle-là, il, euh, il peut jouer le rôle de l'échelle dissipative dans le plasma sans collision. En effet, en normalisant par cette échelle, l'auteur de spectres et les échelles, on a ramené plusieurs spectres qui étaient mesurés à différentes hauteurs. Ça se ramenait naturellement ensemble et ça, c'est une indication de l'échelle dissipative dans la turbulence. Et puis, on a pu confirmer ces résultats avec une étude statistique beaucoup plus large. Donc, on a centaines de spectres. Et donc, on a ce domaine fluide Kolmogorov. Et puis, changement de la nature de la turbulence aux échelles ioniques avec une loi qui suit toujours cette courbure qui se casse aux échelles électroniques. Et puis, on trouve une forme générique de spectre qui ne dépend pas de paramètres de plasma pour vent solaire rapide, lente. Ça peut être différentes températures, différentes densités, mais on trouve toujours la même forme. Donc, on touche à quelque chose, une loi générale pour le plasma. Euh, En effet, quand on vérifie ces résultats qu'on a obtenus avec Cluster à unité astronomique, avec une autre mission spatiale plus proche du Soleil, Helios, à 0,3 unité astronomique, on retrouve la même forme de spectre dans ce domaine-là, dans le domaine des échelles cinétiques du plasma. Donc, la forme est la même et la cassure se trouve, donc de déviation de loi de puissance se trouve toujours au rayon de gyration des électrons. Et puis, récemment, avec les données de Parquet Solar Probe, c'est le travail en cours. Donc, mais on a vu déjà donc, ces signatures de même forme de spectre avec la cassure pareille au rayon de gyration des électrons. Donc, ici, le fait d'observer la même forme de spectre à différentes distances du Soleil dans l'héliosphère, ça montre une certaine généralité de phénomènes
Et puis, et puis ça montre aussi que cette cascade électromagnétique turbulente qui est injectée dans les échelles plusieurs dizaines de 10 puissance 7, 10 puissance 8 kilomètres, il se termine aux échelles plus petites que 1 kilomètre et c'est l'échelle de réingération des électrons qui joue le rôle de échelle dissipative dans le plasma presque sans collision. Et juste récemment, on a voulu vérifier qu'est-ce qui se passe plus proche du Soleil avec les structures. Est-ce qu'on observe les structures comme avec Cluster ou pas? Et donc là, on a pris les données de Parque Solar Probe. C'est la mission qui touche le Soleil. C'est la première mission qui va se rapprocher, qui d'ailleurs, c'est à ce moment-là, je pense que ça se passe, qui arrive à 10 rayons solaires à une distance de Soleil. Et donc, elle était lancée en 2018. L'été 2018, euh, donc voici la... Et puis, les premières trajectoires, première approche au Soleil, c'était novembre 2018. Et donc, on a pris justement ces données de première approche. Là, je vous montre la composante radiale du champ magnétique en fonction du temps entre pour un mois donné, octobre 21 octobre et 20 novembre de 2018. Et donc, on voit comment le champ magnétique était de l'ordre de 10 nanotesla très loin du Soleil. Et puis, s'approchant, ça monte jusqu'à centaines de nanotesla. Et puis après, cette allée répare. Et donc, le champ qu'on a attendu, c'est indiqué ici par la ligne rouge en pointillé, mais ce qu'on a mesuré, c'est la ligne noire et c'est incroyable comment c'est fluctuant. Donc, c'est très, très turbulent. Plus on s'approche du Soleil, encore plus fort la turbulence est. Et donc, ce qu'on a fait, on a choisi juste un intervalle le plus proche du Soleil avec mon ex-étudiant en thèse qui est terminé l'année dernière. Donc, on a pris l'intervalle juste là. Et donc, voici les trois composants de champ magnétique en fonction du temps dans les repères radial, tangentiel, normal par rapport au plan d'écliptique. Et, et si on décompose ces énergies, cette signal magnétique, si on le décompose, on utilise transformation à Weiblet, mais un résultat, c'est un spectrogramme qui montre en fonction de différentes échelles temporelles, entre 0,2 secondes et 1000 secondes, et en fonction du temps, comment l'énergie est distribuée avec la couleur. Donc, en gros, ici, il y a un événement énergétique à centaines de secondes autour de juste avant 3h30. Voilà, c'est juste pour vous dire comment ça fonctionne. Et puis, les lignes verticales qu'on voit, c'est les événements localisés dans le temps qui, justement, si on va regarder dans l'espace physique autour de chaque événement, on trouve des structures très énergétiques. Donc là, c'est un exemple de couche de courant à très grande échelle, donc un grand couche de courant. Mais à l'intérieur de ce couche de courant, donc là, c'est plus ou moins centaines de secondes. Mais si on fait le zoom in et on fait plus ou moins une seconde, on trouve une signature de quelque chose qui ressemble au vortex magnétique, comme on a vu avec Cluster proche de la Terre. Et puis en faisant encore un zoom à l'intérieur de ce vortex, sur plus ou moins 0,05 secondes, on trouve un autre petit vortex qui est à l'intérieur de ce grand vortex. Donc, ça ressemble à cette construction de voilà, les structures imbriquées, des toutes petites vortex dans une grande couche de courant. Ou bien un autre événement qui se trouve peut-être à côté, celui-là. Donc, c'est à grande échelle, on voit déjà un grand vortex. Donc, ça, c'est les fluctuations qui peuvent être comparées avec le vortex d'Alven, comme au niveau de la Terre. Et puis, à l'intérieur, un autre vortex de taille de 2 secondes et un plus petit à taille de 0,2 secondes. Donc, on a cette série, c'est comme des paupières russes, des petites structures dans les grandes, et ça remplit toute en fait, la turbulence d'un vent solaire se fait de cette manière-là, surtout voilà, sur ces distances au Soleil. Maintenant, il faut vérifier si c'est partout le cas. Donc, ça, c'est un résultat tout récent, publié cet été 2024. Donc, j'arrive à mes conclusions que grâce à Cluster,
On a bien avancé dans notre compréhension des chocs sans collision. Et donc, j'espère que ça peut être utile pour, par exemple, les chocs de supernova. Euh, D'autres exemples de chocs sans collision en astrophysique. On a pu découvrir le vortex magnétique en aval des chocs de la Terre et puis dans le vent solaire. Donc, on a montré que c'est un brique élémentaire de la turbulence dans le plasma naturel. Et puis, grâce à la sensibilité incroyable de l'instrument construit en partie à Meudon, on a l'instrument STAFF, on a pu observer la fin de cascade turbulente, donc jusqu'à les échelles plus petites que 1 kilomètre, les échelles sur lesquelles les électrons interagissent avec le champ magnétique. Et on a observé ça et dans dans les magnétogènes et dans le vent solaire. Et on trouve la forme générale de spectre et une échelle de rotation des électrons autour de champ qui joue le rôle d'échelle dissipative. Car l'échelle dissipative classique qui est libre de parcours moyen est très grande dans notre système. Donc, c'est cette échelle-là qui la remplace, quelque sorte. Et puis, j'ai pas le temps de parler d'autres études des ondes dans le vent solaire, mais donc, grâce aux résultats cluster, ça nous donne une inspiration pour analyser d'autres données d'autres missions spatiales. Et puis, on peut encore revenir au cluster, vérifier. On a encore beaucoup de données pas analysées parce que pendant 24 ans, les satellites mesuraient pendant 24 heures les données. Donc, on a vraiment énormément de données. On a besoin des jeunes étudiants qui viennent nous aider à les analyser. Et puis, on espère que nos découvertes avec Cluster peuvent être utiles pour d'autres situations en astrophysique, comme je viens de dire, les rêves de supernova ou les milieux interstellaires. Merci Cluster et merci à votre attention. Merci beaucoup, Olga, pour ces explications. Et merci pour bravo pour tout ce travail, parce que voilà, là, tu vas commencer là-dessus et tu y es encore. Ouais. Il y a encore des choses à faire. C'est le moment de poser vos questions. Alors moi, j'ai une question très triviale. Donc là, il y a Parker Solar Probe qui peut étudier le placement des proches du Soleil. Est-ce que, euh, est-ce que Cluster va être dupliqué dans une version améliorée? Est-ce qu'il y a nécessité ou est-ce que de toute façon, il y a déjà suffisamment de données à traiter pour encore de nombreuses années? Oui, bien sûr. En fait, quand on a 4 satellites dans l'espace sur un tétraèdre, on arrive de résoudre très bien l'échelle de ce tétraèdre. Donc, en 3 dimensions, en gros, si les satellites sont à l'échelle de 1000 kilomètres, ben, on arrive de résoudre parfaitement l'échelle de 1000 kilomètres. Mais comme on vient de voir, les phénomènes en astrophysique, ils sont multi-échelles. Par exemple, ces structures, on les voit à très grande échelle, qui est 200 secondes, 2 secondes, 0,2 secondes. Donc, et puis les spectres, ils couvrent 7 décades. Donc, les phénomènes à multi-échelle, on a besoin, en fait, plusieurs points dans l'espace pour couvrir en même temps les échelles électroniques, les échelles ioniques et les échelles fluides. Et là, ça devient trop cher. Ça. En fait, on avait une proposition qui s'appelait Cross-Scale, dans laquelle il y en avait toutes ces échelles et il y en avait donc 4, 4, 4. Il y en avait 12 satellites, c'était trop cher. Maintenant, il y a un compromis trouvé, c'est de mettre un satellite au centre et utiliser une pied pour toutes les échelles. Et ça, c'est Plasma Observatory. Et cette mission, malheureusement, je n'ai pas fait le slide, mais cette mission, elle est à l'ESA, pas encore sélectionnée, mais en compétition avec d'autres missions. Et on attend avec impatience que ce sera sélectionné pour pouvoir étudier en même temps plusieurs échelles. Donc, Marc, pardon, Chouterny, posé dans le chat, comment s'est passé le cross-calibration des instruments des 4 satellites une fois qu'ils étaient lancés? Cross-calibration des instruments entre les satellites. Euh, le cross-calibration, en fait, ça durait jusqu'au
jusque récemment. Il y a maintenant qu'on appelle Cluster Science Archive. Juste avant, c'était Cluster Active Archive, dans laquelle les données se changeaient tout le temps parce qu'on a tout le temps cross-calibré, pas que entre les satellites, mais aussi entre les instruments. Et je pense que c'est un des données les plus propres au monde et qui sont ouvertes à tout le monde. Je peux vous dire que c'est très bien passé. Ouais. Les mesures qu'on a sur les quatre satellites sont juste... Quand c'est une onde monochromatique, c'est exactement les mêmes mesures. Et quand c'est une structure localisée, bien sûr, c'est différent parce qu'on le traverse à différentes distances. Et ces différences, on arrive très bien à capter sur les quatre satellites. Ouais. Une question dans le chat de Cédric. Quelles sont les dimensions typiques des structures magnétiques que tu as décrites? Les structures typiques. Alors, justement, ces structures, elles sont très longues à une direction. Ils peuvent être très petits à une direction. Et donc, si on reprend l'idée de la turbulence, ces structures, en fait, on voit qu'ils ont délocalisé sur les échelles. Donc, l'échelle la plus grande, elle correspond peut-être il peut correspondre à 10 puissance 5, 10 puissance 6 km. Et l'échelle la plus petite, c'est de l'ordre de 1 km. Donc, c'est vraiment multi-échelle. Ouais, C'est des très petites échelles. ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, enfin, moi, j'ai une question peut-être de néophyte, mais est-ce que ce type d'observation peut être fait sur d'autres planètes? Je pense Jupiter, par exemple, il y a un champ Ah, magnétique exact, intense. exact. En fait, c'était pendant mon postdoc que, justement, quand on a observé d'abord nos structures d'Alven dans le magnétogène de la Terre, avant de sortir dans le vent solaire, j'ai d'abord vérifié derrière d'autres chocs que je pouvais vérifier. Non, pas tous les chocs, mais j'ai pris les données de Cassini et j'ai trouvé ces structures au Saturne, derrière le choc de Saturne. Donc, du coup, dans cette période de recherche, j'ai pensé que ces structures, c'est vraiment la propriété des chocs parce que la courbure de choc, j'ai pensé que c'est la courbure de choc qui injecte ces vorticités derrière le choc pour générer les vortex en aval des chocs. Mais après, en sortant dans le vent solaire, ces résultats donc avec mes postdocs, qu'on a vu qu'en fait, c'est un peu partout et c'est pas que la propriété de choc. Ouais. Alors, est-ce que les électrolytes de staff sont-elles toujours fonctionnelles? Bah, on a éteint les instruments le 30 septembre et jusque-là, c'était fonctionnel et je pense que bientôt, on va avoir les dernières données dans les bases de données accessibles à tout le monde. Oui, oui, c'est jusqu'au dernier souffle, je pense que c'était fonctionnel. Mais là, les instruments des 4 satellites ont été arrêtés en même temps. Euh, Je crois que voilà, les détails de fin de mission, je sais que les satellites vont rentrer dans l'atmosphère, les trois autres pas tout de suite, c'est jusqu'en 2026. Mais je crois qu'officiellement, la fin de mission, c'était le 30 septembre quand ils ont éteint les instruments. Et c'est possible ouais, qu'ils ont éteint sur tous les quatre satellites. Maintenant, leur but, c'est de vérifier, grâce aux quatre satellites identiques, ils peuvent faire les quatre points de mesure pour suivre leur entrée dans l'atmosphère. Du coup, les conditions dans l'atmosphère vont être différentes, mais les satellites sont les mêmes. Et c'est maintenant ça leur but d'étudier comment voilà, les débris spatials, euh, le comportement des débris spatials dans l'atmosphère, est-ce que tout est détruit? Maintenant, c'est ça le but de l'ESA sur Cluster qui reste. Euh, et cette étude de la fin des satellites de cluster, elle était déjà envisagée au lancement ou est-ce que c'est Bon, un sujet qui est venu par la suite bien sûr, je pense que c'est venu dans les dernières années quand... non, au moment du lancement, tout le monde pensait au lancement.
on, on passe à la vie. Mais pour vous dire, j'étais pas là au moment de lancement. Donc, je peux pas vous garantir à 100%. Mais ce que j'ai su récemment sur la fin de mission, j'ai trouvé ça extraordinaire que je pense aussi dans les années 2000, la question de déchets spatials, c'était pas aussi crucial que maintenant. Donc, je pense que c'est vraiment venu les dernières années. Est-ce qu'il reste quelqu'un pour poser des questions? Euh, Apparemment non. Ben, je vous propose d'en rester là. On n'a pas dépassé l'heure, donc c'est bien. C'est bien. Merci beaucoup, Olga, pour l'exposé, pour tes réponses aux questions. C'était très clair. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour votre intérêt. Merci d'être Et là. prochain séminaire, normalement en novembre, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de date. Merci, au revoir. Merci encore. Au revoir.